Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Je crois que là-bas, dans l'Altaï, je vivrai dans la plus basse et la plus sombre des isbas, à l'autre bout du village, à proximité de la forêt. Et alors j'irai dans la forêt. Non pas pour ramasser du bois mort ou des champignons, mais comme ça, sans but. Et j'étreindrai 2 troncs d'arbres. Mes amis, je n'ai besoin de rien de plus. Quelques phrases d'Alexandre Solzhenitsyn, issu de l'archipel du Goulag, pour débuter ce nouvel épisode du podcast à travers lequel nous vous proposons une plongée au cœur de la nature. 7 conseils de nos libraires. Des romans et polars, qui tous font exister et nous font pénétrer dans un environnement sauvage, des espaces tantôt rassurants et régénérants, tantôt inquiétants et bien souvent menacés. Malgré ce fil commun qui relie tous ces livres, ils sont tous très différents les uns des autres et conviendront à divers lecteurs, même s'il n'est pas impossible que vous décidiez de vous emparer de l'ensemble de cette sélection, car nous sommes toutes et tous des lecteurs et lectrices multiples, n'est-ce pas ? Et pour commencer, nous retrouvons tout de suite Anaïk qui nous présente un roman noir. Quand on me dit nature, forêt, je pense immédiatement au personnage de Colin Niel qui s'appelle Darwin, qui est un petit garçon de 10 ans qui vit dans le bidonville de Bois-Sec en bordure de la forêt amazonienne. C'est un petit garçon qui souffre de difformité, dont la maman s'occupe seule. C'est une maman, donc la maman s'appelle Yolanda, elle est dévouée à son fils, elle est très croyante, très pratiquante, elle vit dans un dénuement qui est quand même assez caractéristique de la vie à Bois-Sec. La nature y est souvent hostile et Darwin a cette particularité que quand il se rend en forêt, il peut même s'y rendre tout seul, il oublie qu'il est bossu, il oublie qu'il boite, il oublie que ses pieds sont mal orientés. Il se redresse, il invente un langage, il communique avec les oiseaux, les animaux. Voilà, c'est un tout autre enfant que l'enfant malheureux, solitaire. Ce que j'ai pas dit, c'est que Yolanda, elle ne vit pas toute seule avec Darwin. Darwin, il compte les beaux-pères qui se succèdent. Et là, on est arrivé au beau-père numéro 8, Johnson. Un jour, la protection de l'enfance reçoit un appel mentionnant que peut-être ce petit garçon est en danger. Darwin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est heureux qu'en forêt. Et l'éducatrice de la protection de l'enfance qu'on va rencontrer, Mathurine, elle a ça en commun avec Darwin, un point de contact finalement entre les deux, parce que Darwin, lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'on le laisse tranquille, vagabonder en forêt, et petit à petit, Mathurine va réussir à l'apprivoiser et à comprendre comment il fonctionne, voilà. Ce livre est servi par la plume magnifique, voire magique de Colin Niel. Et on va s'apercevoir petit à petit que Darwin, il a pas mal de secrets aussi. Donc c'est un roman unique qui est assez dur, assez noir, mais qu'on a envie de mettre entre toutes les mains en tout cas. Et le titre de ce livre, c'est Darwin de Colin Niel. Nous quittons à présent la forêt amazonienne pour rejoindre les paysages sauvages et magnifiques du Grand Nord. Et c'est Rosen qui nous présente un roman haletant, Le Prix de la Victoire. J'ai choisi de vous parler du Prix de la Victoire de Karl Marlantes aux éditions Kalman Levy. C'est un roman qui prend corps à Helsinki, dans les grands espaces enneigés des forêts finlandaises, et tout ça sur un fond de diplomatie d'après-guerre. Alors l'histoire démarre en décembre 1946. On suit le personnage de Louise qui, pour la première fois, quitte son Oklahoma. Elle va débarquer à Helsinki. Elle accompagne son mari Arni qui est attaché militaire. Et ensemble, ils vont découvrir un pays complètement divisé
et qui paye un lourd tribut à son voisin russe et puis en même temps en proie aux convoitises des États-Unis. À une soirée, à l'ambassade russe, Arnie va rencontrer Mikhail, un attaché militaire russe qui va se souvenir avoir déjà rencontré à la Libération. Et après une discussion enflammée, au cours de la soirée, ils vont se lancer un défi, une grande course de ski de fond à travers la Finlande pour déterminer qui est le meilleur skieur. Et une course qui va prendre une dimension que les deux hommes ne soupçonnaient pas. En quelques mots, un roman historique passionnant dans les beaux paysages finlandais. Parmi tous les livres qu'il a lus en 2024, s'il fallait n'en retenir qu'un, Julien choisirait « Je pleure encore la beauté du monde ». Un roman qui allie nature writing et tension digne d'un thriller, et qui nous projette dans les Highlands écossais. Il nous en dit tout de suite quelques mots. J'ai choisi un titre de Charlotte McConaghy, « Je pleure encore la beauté du monde » aux éditions Gaïa, parce que c'est un livre qui m'a bouleversé et qui réunit un peu tous les codes que j'adore, la nature writing, le polar, le roman psychologique. En fait, vous suivez Inti, qui débarque en Écosse. Elle veut réintroduire les loups dans les forêts écossaises, puisque on s'est rendu compte que les cervidés ont tendance à manger toutes les petites graines et toute la forêt qui ne se régénère pas comme elle devrait l'être. Et lorsque le loup est intégré dans la forêt, cette dernière retrouve son sens. Sauf que quand elle débarque en Écosse avec ce projet, elle n'est pas bien vue par les bergers, par les locaux, qui se disent non, réintroduire le loup, ils vont manger mes bêtes. Mais elle, voilà, elle y croit. Elle débarque avec sa sœur. Au départ, dans le roman, cette sœur ne parle pas. C'est assez étrange. On sent qu'il y a un passé derrière, qu'on va voir dessiner au fur et à mesure de l'intrigue. Et sans spoiler l'histoire, on découvre très vite un cadavre au cœur de la forêt. Et forcément, on va accuser Inti. Pas Inti, mais on va accuser ces loups d'avoir tué cet homme. Et donc, il y a une enquête d'un flic qui débarque. Elle aussi, elle veut essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et donc, tout au long du roman, vous êtes happé par l'envie de savoir. Vous êtes complètement immergé dans les forêts écossaises, dans ces paysages, moi, personnellement, qui me fascinent. Je trouve que c'est une région absolument incroyable. Vous posez des questions sur cette sœur qui est là. Elle débarque d'Australie et du Canada. Il y a tout ce passé qui va ressurgir. Et donc, la fin est absolument étonnante. Elle m'a rappelé aussi, pour les amateurs de ce livre qui a connu un succès assez incroyable, Là où chantent les écrevisses, qui a été édité il y a quelques années, on retrouve cette ambiance. Et donc, c'est un livre qu'on peut mettre dans les mains de tout type de lecteur. Cap à présent sur le roman d'une impressionnante maîtrise de l'écrivain canadien Michael Christie. Lorsque le dernier arbre, c'est son titre, est une fresque familiale, sociale et écologique parue en poche, aux éditions du Livre de Poche, en 2023. Ce qui frappe dans ce roman, c'est d'abord sa construction. Conçue comme les cernes d'un arbre, les années s'accumulant les unes aux autres et le passé nourrissant le présent. Tout commence en 2038. Dans un monde transformé suite à un grand dépérissement, dont les vagues épidémiques ont décimé les arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L'une des dernières forêts primaires encore existantes est située sur une petite île canadienne, au large de la Colombie-Britannique. Là, des touristes fortunés viennent se ressourcer dans ce lieu préservé qui se visite comme un musée. Le personnage que nous suivons, Jake Greenwood, jeune chercheuse spécialisée dans la dendrologie, à savoir la science qui a pour objet l'étude des arbres, est guide dans ce lieu. Jusqu'au jour où elle apprend qu'elle serait peut-être la descendante de son propriétaire. Nous remontons alors le temps, de génération en génération, jusqu'en 1908, avant d'effectuer le mouvement inverse, pour découvrir l'histoire remplie de secrets de cette famille dont tous les membres ont noué un lien singulier avec les arbres et la forêt. Chacun de ces personnages a établi sa propre relation à la nature, souvent influencée par l'époque.
considérant tantôt les arbres comme une ressource économique à exploiter, tantôt comme un élément naturel à protéger. L'une des forces de Michael Christie, c'est le souffle romanesque qui traverse son roman et nous tient en haleine tout au long des quelques 600 pages. C'est aussi la façon dont il fait exister ses personnages, principaux et secondaires, en faisant des êtres humains, faillibles, attachants, entre ombre et lumière. C'est de plus sa capacité à réinventer sa plume, à explorer de nouvelles formes narratives au fil de la traversée des époques. C'est enfin son art de nous faire réfléchir à notre propre lien à la nature, à la façon dont il s'est construit, s'est modifié et pourrait encore évoluer, le tout avec une virtuosité romanesque et une grande profondeur. Nous partons maintenant au Québec, grâce au mot de Laure, qui nous invite à découvrir un roman singulier, « Mon fils ne revint que 7 jours ». Je vais vous présenter un livre publié aux éditions Héliotrope qui s'appelle « Mon fils ne revient que 7 jours », écrit par David Clairson. Héliotrope est une maison d'édition québécoise fondée à Montréal en 2006. C'est dans cette maison que sont publiés au Québec les textes de Kevin Lambert et Catherine Mavrikakis, par exemple. 2 auteurs édités en France depuis plusieurs années par le Nouvel Attila pour Kevin Lambert, qui, rappelons-le, a reçu le prix Médicis en 2023 pour son roman « Que notre joie demeure ». Et quant à Catherine Mavrikakis, elle a longtemps été publiée par Sabine Vespizer. Depuis peu, les éditions Héliotrope sont diffusées et distribuées par un fournisseur français. C'est donc l'occasion pour eux d'élargir leur catalogue outre-Atlantique et de nous faire découvrir des textes pour la plupart assez dépaysants, voire singuliers, à l'image du roman que je vais vous présenter. Mon fils ne revient que 7 jours est un roman organique qui nous invite à entrer dans une tourbière de la Mauricie en compagnie d'une femme et de son fils. C'est une femme vieillissante qui se recueille seule chaque été dans son chalet, situé à proximité d'une forêt, et qui abrite en son sein une tourbière plutôt envoûtante. Un été, elle reçoit la visite de son fils, disparu depuis 10 ans, pour errer en solitaire dans une Amérique labyrinthique, abîmée, et lui donnant pour seule nouvelle des lettres confuses et hallucinées. La mère et le fils retrouvés renouent en se promenant d'emblée dans la tourbière qu'ils aimaient naguère parcourir ensemble. C'est un lieu hypnotique, atmosphérique et étrange, auquel tous deux semblent reliés, surtout le fils qui, jour après jour, s'y enfonce davantage pour disparaître complètement. Comme l'indique le titre, le fils ne revient que 7 jours. C'est l'histoire d'un lien filial et de 2 êtres esseulés, à la fois troublés et fascinés par la beauté d'une nature énigmatique qui devient le reflet de leur vie intérieure. Une vie solitaire pour la mère, une vie grignotée par la folie pour le fils, dont l'âme est tourmentée, comme en témoignent les premières phrases du roman. Le premier jour, mon fils confia avoir la sensation que son cerveau pourrissait. De plus en plus souvent, il voyait en rêve des champignons lui pousser dans la tête. Ceux-ci prenaient racine dans son cortex, y proliféraient. Mon fils craignait qu'ils lui parasitent aussi la gorge, bientôt l'œsophage et tout le système digestif. Il me décrivait son cerveau comme une matière lourde, marécageuse et obscène, semblable à une tumeur maligne capable de transformer sa vision du réel. Il me dépeignait les paysages apocalyptiques dans lesquels il vivait désormais, ces visions de champs de boue éternels sous un ciel spongieux. Cela, il me le confiait alors que nous marchions au milieu de sapins à proximité d'une tourbière. Nous posions le pied dans une mousse vert clair, gorgée d'eau, où poussaient des fougères. Je portais des bottes de pluie, mais les souliers de mon fils, eux, étaient détrempés. Il suait aussi par cette journée étonnamment chaude et humide, quasi caniculaire. Sa respiration était bruyante alors que des moustiques le cernaient par dizaines. Sur son torse, son t-shirt était mouillé par la transpiration et son odeur se mêlait à celle acidulée de la tourbière. Ce court roman, comme on a pu l'entendre dans cet extrait, est perlé de descriptions organiques,
qui nous émerge parmi les plantes, les champignons et les insectes, qui peuplent cette forêt abyssale et enveloppante. C'est en fait un roman immersif, d'une douce étrangeté, et que je vous invite à découvrir. Retour en France, dans la garrigue provençale, grâce au nouveau roman éco-poétique de Sigolène Vincent, qui fait résonner les drames de ses personnages avec ceux de la nature. Ce roman est un coup de cœur de notre libraire Pauline. Nous l'écoutons. Je vais vous parler donc du tout nouveau roman de Sigolène Vincent, Le Butor étoilé, édité aux éditions Le Tripode, donc à paraître ces jours-ci. Sigolène Vincent, on l'avait pu la découvrir aux éditions du Tripode avec Le Caillou, qui était paru en 2015, et plus récemment en 2023 avec La Palourde. Sigolène Vincent, étant une fine connaisseuse de la faune et de la flore marine, ce sont des éléments qui sont très présents dans ses romans, surtout dans La Palourde, où on suivait une jeune femme qui trouvait refuge au bord d'un étang et qui faisait face à un écosystème mis à mal et qui donc trouvait dans l'exploration de ces animaux et de cette flore une jolie manière de réparer les blessures du passé. Ici, dans Le Butor étoilé, la nature omniprésente est vraiment l'héroïne de cette nouvelle histoire et plusieurs personnages gravitent autour. On va avoir par exemple Damien, un homme marié mais qui souffre de solitude et qui va intercepter des lettres qui ne lui sont pas destinées mais qui va les lire. On a également une jeune fille disparue de Lou qui est un peu le fil rouge de l'histoire parce qu'il faut la retrouver. Et on a également une autre héroïne, une jeune femme qui, elle, est à la recherche d'un amour perdu ou pas d'ailleurs, de ce fameux Butor étoilé et elle écrit des lettres. Et donc, il y a d'autres personnages un peu plus anecdotiques. Mais au fil de la lecture, on se rend compte qu'ils ont tous un lien. Donc, nous, en tant que lecteurs, lectrices, nos sens sont vraiment mis en alerte parce qu'un loup rôde autour de ce village. Les oiseaux chantent et l'ensemble des éléments, elles parlent beaucoup du vent, de la terre, de l'eau, ne font vraiment qu'un autour de ces personnages. Et c'est là, pour moi, tout le talent indescriptible un peu de Sigolène Vincent, car elle mêle avec brio la poésie, la fiction et la thématique un peu quand même de l'écologie qui revient à chacun de ses romans et qui résonne d'autant plus dans celui-ci avec la vie de chaque personnage qui a vraiment un rôle à part dans cette nature. C'est une histoire faite de rencontres amoureuses et amicales aussi, mais avec beaucoup de fantaisie et de poésie. Donc, quand on commence à lire du Sigolène Vincent, il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. J'aimerais finir du coup par une petite citation du roman. « Le village était désert. Je l'avais traversé sans croiser âme qui vive. À la sortie, devant la maison de Marc, j'avais fait une halte pour me désaltérer à ma gourde. En levant la tête, j'avais aperçu le grand platane qui dépassait du mur d'enceinte. Ses feuilles dansaient dans le vent chaud à en devenir sonores. Ta lettre est arrivée et elle a été lue. » Et pour terminer, nous retrouvons Anaïk. Elle nous présente Les Saules, un roman policier qui prend place au cœur d'un hameau breton, au bord d'une rivière cachée par les saules pleureurs. Nous avons découvert récemment un premier roman qui s'appelle Les Saules de Mathilde Bosso aux éditions du Seuil. Mathilde Bosso vit dans les Côtes d'Armor et ce roman se passe à la campagne. Il y a une victime, Marie, qui a 17 ans, qui est retrouvée morte. Et dans ce hameau, la gendarmerie n'est pas souvent appelée pour des cas d'homicide. La population est quand même bien désarçonnée par cet assassinat.
Marie, c'est la fille des pharmaciens du village. Et même si tout le village est remué par la disparition de Marie, ce livre interroge sur les différences aussi entre les nantis et les gens qui cultivent la terre. Le personnage principal, outre Marie, c'est Marguerite, une petite fille. Elle est malingre, taiseuse, elle est souvent mal habillée, elle est ostracisée dans la cour de l'école. Donc elle vit tout près de l'endroit où Marie a été retrouvée assassinée. Et ce qu'on apprend assez vite, c'est qu'elle a vu le corps de Marie. Elle a vu peut-être même plus que ça. Lorsque la gendarmerie interroge la population, puisque évidemment tous les habitants du hameau vont être interrogés, les tensions ou les non-dits reviennent à la surface. Voilà, on critique, on dit du mal. L'autrice fait revivre Marie à travers le regard de tous les protagonistes. Marguerite, qui parle peu, lorsqu'elle se confiera, pourrait très bien faire avancer l'enquête. Nous ne sommes pas dans une résolution d'enquête classique. Ce sont les témoignages des habitants du village, retranscrits comme des monologues ou des flux de pensée qui permettent aux pièces du puzzle de se reconstituer. La nature est omniprésente dans ce roman Les Saules, d'une part parce que le corps de Marie, la victime de 17 ans, est retrouvé caché par les saules pleureurs. Et omniprésente encore la nature, parce que c'est le lieu où la petite Marguerite, l'enfant taiseuse, c'est l'unique endroit où elle se sent vraiment libre, elle se sent presque heureuse, elle se sent elle-même. Ce roman a déjà trouvé son public. On peut ajouter à la qualité du style et à l'intérêt de l'intrigue une atmosphère singulière avec une place pour la nature, la campagne, les éléments. Voilà, donc c'est un premier roman que je conseille à tout le monde. C'est la fin de cet épisode de notre podcast. Nous espérons qu'il vous aura donné envie de lire. Un grand merci à Rosen, Pauline, Laure, Anaïk et Julien pour leurs conseils. Vous pouvez retrouver les références de l'ensemble des titres présentés en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. À l'heure où nous bouclons cet épisode, nous pensons aussi à tous les livres qui ne sont pas présents dans cette sélection et qui pourtant donnent une place centrale à la nature et ont été pour nous de grands coups de cœur. À commencer par Dans la forêt de Jean Egland. En description de l'épisode, vous trouverez donc également quelques suggestions de lecture supplémentaires. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.